Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine pour un bonjour d'Algérie qui collera toujours à l'actualité, bien sûr, avec les événements qui ont trait aux dernières célébrations, notamment dans le cadre du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Mais d'abord, on va parler d'abord de nutrition, puisque en ce moment, nous sommes en plein, par la fin de la récolte de l'olive, et surtout de l'huile d'olive qui est en train de... c'est le moment où on donne et on vend cette huile précieuse qui a beaucoup de bienfaits. On en parlera avec le professeur Mkhancha Jamel, qui est nutritionniste et viendra nous en parler. Ensuite, nous irons du côté du mouvement associatif avec, bien sûr, cette association leader du Vieux Rocher qui a organisé et regroupé des représentants de 25 wilayas pour essayer de faire le point sur le mouvement associatif, les objectifs, le rassemblement de ces jeunes qui, dans la plupart du temps, sont bénévoles pour le bien communautaire. Dans la troisième partie de l'émission, on reviendra, je vous le disais, pour parler du court-métrage. À Constantine se sont tenues les trois journées en honneur au court-métrage pour essayer d'encourager les jeunes à produire du cinéma, à produire des films et notamment à entrer à la glorieuse révolution algérienne. Donc on en parlera avec le réalisateur Ali Aissaoui qui viendra boucler ce Bonjour d'Algérie. Mais sans plus tarder, nous allons toujours, comme nous avons pris cette bonne habitude, moi je dis bonne et j'espère qu'elle vous plaira, de faire une petite balade sur la ville de Constantine avec la voix de l'inégalable Mohamed Tahar Fergani, Allah yarhamou. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي. On va parler de nutrition dans cette première partie de l'émission et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir notre ami Jamel Mkhancha. D'abord, bonjour, merci d'être là. Bonjour à toi, bonjour à ton équipe, bonjour aux téléspectateurs, aux fidèles de ton émission. Surtout ceux qui te suivent et ceux qui sont avec nous pour, bien sûr, parler de l'hiver. L'hiver, je crois que c'est bien de mettre... Oui, il faut se réchauffer. Il faut bien se réchauffer parce que le corps a besoin de calories. Il a besoin de calories, il a besoin de maintenir sa température, sa bonne température, en évitant quand même d'aller vers des températures élevées, des températures très basses. Voilà, donc il est connu que notre corps fonctionne très bien à une température de 20-25 degrés pour son environnement et puis il peut se maintenir, les organismes et puis tous les phénomènes fonctionnent très bien à 37 degrés. C'est pour ça que 37 degrés, c'est la température de l'être humain bien portant. Mais c'est comme un four pour maintenir la température de 37 degrés à l'intérieur. À l'intérieur du corps. À l'intérieur du corps, surtout quand il y a une chute. Mais à l'intérieur de la maison, c'est autour de 20, 25, ne pas trop chauffer aussi. Mais quand il est à l'extérieur, comme aujourd'hui, on a eu quand même un petit 1 degré tôt le matin. Donc ça veut dire que le corps a besoin d'énergie. Ça fait plusieurs jours, ça s'est totalement rafraîchi. Pas uniquement aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on a quand même un petit 1 degré. On en a eu des moins 1 aussi. Ça dépend du petit coin où c'est que tu es, Constantine. Hein. Il y a des endroits qui fait comme plus frisqué que d'autres. Alors le corps a besoin d'énergie pour maintenir cette température. Donc il lui faut une bonne alimentation. Tout à fait. On en parle depuis très longtemps. Il faut une alimentation. Il faut qu'il y ait un apport énergétique suffisant, mais qui soit suffisant par rapport aux activités. Il ne suffit pas uniquement d'apporter de l'énergie et de rester sédentaire toute la journée comme toi et moi en ce moment. Voilà. Donc apporter de l'énergie, d'accord, pour maintenir un peu notre activité basale qu'on appelle le métabolisme de base, les fonctionnements vitaux de l'organisme, mais aussi d'une quantité d'énergie juste ce qu'il faut pour entretenir nos activités. Et il faut qu'on ait de l'activité. Alors faussement, je crois que quand on dit énergie, on pense directement aux choses sucrées. Oui, on y pense. Il en faut des choses sucrées.
Il en faut. Il en faut des glucides, pas forcément avec une saveur sucrée. L'amidon, pour avoir une saveur sucrée à partir de l'amidon de chat, il faut que quand même il séjourne un peu plus longtemps au niveau de la bouche, parce que les saveurs, c'est au niveau de la bouche. Si vous envoyez une quantité d'aliments directement sans lui donner le temps de séjourner dans la bouche, vous n'allez pas apprécier son goût et sa saveur. Oui, maintenant, la date sucrée, la figue sucrée, oui. Mais le sucre raffiné, non. Le sucre raffiné comme on le connaît, comme non. blanc qu'on ajoute dans sans toute... excès, non. Maintenant, voilà, les sucres, entre guillemets, c'est-à-dire les glucides, parce que nous, lorsqu'on dit les sucres, ce n'est pas forcément des substances sucrées. C'est toute la famille des glucides. D'une manière générale, l'amidon peut être considéré comme étant un sucre. Voilà. Mais ceux qui ont une saveur sucrée, on va les trouver naturellement dans les fruits. Le fructose, ouais. Pas forcément uniquement le fructose, mais bon, il y a toute une grande variété de sucre. De sucre, il y a aussi le saccharose, on le trouve dans les plantes, le saccharose. Dans les aussi, plantes. Les plantes sont celles qui fabriquent les sucres. L'organisme humain ne fabrique pas beaucoup de sucre, il dégrade beaucoup plus. Mais il en a besoin. Mais il a besoin des sucres pour produire un certain nombre, enfin des glucides, on va dire comme ça, pour que les téléspectateurs ne confondent pas ça avec le sucre que nous n'aimons pas, celui qu'on rajoute avec excès dans toutes les préparations. Donc parlons de glucides, parlons de polysaccharides. Alors les glucides sont bons pour le corps, mais alors pour éviter les pics, il paraît que les matières grasses, certaines matières grasses, ralentissent ce processus de pic, la glycémie de monter, voilà, le taux de sucre de monter l'empêche, le ralentisse. Ralentir, moi je sais pas, je n'aborderai pas ça de ce point de vue-là, parce que dans une ration équilibrée, il faut un certain nombre de proportions, il faut une certaine proportion. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'étais avec quelqu'un qui me dit, tiens, le gaz de pétrole liquéfié, le GPL, nous aussi, nous avons les glucides, protéines, lipides. Voilà, donc il avait fait le parallèle avec le GPL, notre GPL, et que en matière d'énergie, nous aussi, nous avons notre GPL en tant qu'organisme humain. Il y a le GPL pour la voiture, mais il y a le GPL pour le GPL, simplement G pour glucides, P pour protéines et L pour lipides. Donc il faut des glucides, il faut des protéines, il faut des lipides. Ça nous est indispensable, mais dans une certaine proportion. Beaucoup plus de glucides que de lipides d'ailleurs. C'est pour cela qu'on les classe dans cet ordre. Glucides, ensuite protéines, ensuite lipides. Donc plus de glucides, un peu moins pour les protéines, et pour les lipides quand même beaucoup moins. Pourquoi? Parce que 1 gramme de lipides, il apporte déjà 2 fois plus d'énergie qu'un gramme de glucides. D'accord. Ça, il faut le savoir. Hein. Si vous prenez 10 grammes de lipides, vous allez consommer 2 fois plus que 10 grammes de sucre. C'est sûr. Donc, alors d'où l'intérêt de trouver le bon lipide. En ce moment, bon, nous sommes enfin, dans la fin de en ce moment, on continue de récolter les olives et surtout pour en extraire cette l'huile d'olive qui est extraordinaire avec toutes ses vertus. Oui, tout à fait. L'huile d'olive est l'une des bonnes huiles. Et parmi les plus importantes, et pour nous, c'est peut-être la meilleure, parce que nous sommes des Méditerranéens, l'huile de tradition. L'huile d'olive. D'ailleurs, c'est l'huile la plus ancienne qui est connue depuis l'huile la plus connue depuis on peut remonter jusqu'au numide. Voilà. Je crois qu'on a tout le temps eu des nous avons eu toujours de l'huile d'olive. Tout ce que nous avons, l'archéologie a bien prouvé que ça existe. On a trouvé des pièces qui travaillaient déjà l'huile. Et puis c'était connu que que Rome prenait de l'huile d'olive de chez nous, de tout le bassin méditerranéen, parce que l'Empire romain, c'était tout le pourtour méditerranéen. Les Carthaginois aussi. Bon voilà, c'est pour dire que l'huile d'olive, c'est l'huile que nos ancêtres ont le plus connue, que nous avons connue depuis l'Antiquité, etc., contrairement à d'autres huiles. Il ne faut pas aussi oublier une chose, c'est que l'huile d'olive se caractérise surtout par rapport aux autres huiles. C'est un jus de fruits. Ah, on oublie que l'olive est un fruit. Voilà, c'est un jus de fruits. Tandis que l'huile d'arachide, ce n'est pas à partir d'un fruit. On peut produire autant d'huile que nous voulons, de l'huile d'amande, de l'huile de graines de figues de Barbarie, les graines de figues de Barbarie, mais ce n'est pas ici un jus de fruits. Là, je crois que la seule huile
que nous pouvons qualifier de jus de fruits, c'est l'huile d'olive. Pourtant, les amandes, les arachides, c'est des graines. C'est des fruits secs. Non, c'est des graines. On les appelle fruits secs, mais, On les c'est une appelle amande. D'accord. Parce que ce n'est pas le fruit. L'amande louza, c'est pas le fruit. C'est pas le fruit, oui. C'est la graine. C'est la graine. Par contre, le pépin, ce n'est pas le fruit. Ouais. On Oui, peut trouver tout des à fait, pépins, tout on à peut fait. avoir de l'huile de pépin, mais ce n'est pas le fruit. L'arachide, ce n'est pas le fruit. Oui, ben, C'est comme- la graine. Vous mettez une cacahuète verte qui n'a pas été grillée, elle va vous donner une plante. Donc nous n'avons pas affaire aux fruits, Ouais. nous avons affaire à la graine. Tandis que là, pour l'olive, c'est le jus de fruits. Eh oui. C'est Et... pour cela qu'on dit fruité. L'huile d'olive a cette caractéristique de fruité. D'accord. Et pour la consommer, bon, ben, on appelle vierge, extra vierge, qui passe par le feu, qui passe pas par le feu. Quel est le meilleur moyen d'en tirer bénéfice? Je crois que l'huile d'olive a cette caractéristique, il ne faut pas l'oublier, d'être très bonne à l'état nature telle qu'elle. Et puis elle est aussi très bonne. Elle peut supporter des températures élevées. Elle est aussi bonne pour le fond de marmite, comme elle est bonne pour certaines fritures. Avant que nous connaissions nos fameuses huiles aujourd'hui courantes, l'huile de table, de toutes Sans sortes, goût. sans goût, Enfin, pour la distinguer de la- l'huile d'olive, elles sont sans goût parce qu'elles ont subi également des traitements, et des traitements parfois plus compliqués que l'extraction de jus d'olive. De l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que cette huile-là, comme on faisait nos ancêtres, et sphinge ne date pas d'aujourd'hui. Ah oui. Le sphinge ne peut pas cuire autrement que dans une friture profonde. Donc il faut bien penser qu'à un moment donné, avant de découvrir les huiles sans goût, moins chères, etc., on faisait aussi du sphinge dans de l'huile d'olive. Dans l'huile d'olive. Donc, Je voilà. crois que dans Donc- certaines régions et dans certains pays méditerranéens. Et donc c'est une huile qui peut supporter effectivement des températures élevées. C'est vrai que plus on chauffe des huiles, pas uniquement l'huile d'olive, et plus elle se détériore, sa qualité se détériore, il y a des phénomènes d'oxydation. Elle perd également sa valeur de produits antioxydants. C'est ça le caractère. Elle contient des substances qu'on appelle des antioxydants qui sont bons pour la santé, qui sont bénéfiques pour la santé. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a certaines vitamines, donc des substances que l'organisme ne peut pas fabriquer. Et en général, si on consomme un fruit, je ne sais pas moi, la pastèque, le melon, la banane, etc., ça va, l'orange, la mandarine, c'est aussi la période de l'orange et de la mandarine, on va avoir affaire à une certaine catégorie, surtout de vitamines, qui sont les vitamines hydrosolubles, solubles dans l'eau. Mais les vitamines qui sont solubles uniquement dans les lipides, dans la matière grasse, c'est dans les lipides qu'on va les trouver. Et dans cette huile d'olive, on va trouver notamment de la vitamine A, de la vitamine D, de la vitamine K et de la vitamine E. Ces 4 vitamines liposolubles vont se retrouver à des taux assez intéressants dans l'huile d'olive. Alors, c'est vrai que comme toute bonne chose, il faut la consommer, mais modérément aussi. Il ne faut pas en abuser. Comme tout. Comme toute bonne chose. La santé est dans la modération de tout. Dans la modération de tout. Il ne faut pas oublier que 1 gramme de lipides, 1 gramme d'huile, c'est 1 gramme de lipides, c'est 1 gramme de corps gras, c'est 9 kilocalories. Quand même. Donc, je pense que nous ne pouvons pas consommer l'huile d'olive dans la même quantité que de consommation des céréales, des produits céréaliers, qui, eux, nous apportent aussi de l'énergie grâce aux glucides, grâce à ces sucres, entre guillemets, qui ne sont pas forcément le sucre blanc, encore une fois. Bon, sucre à côté. Les études ont fait, réalisées à travers le temps, puis surtout le siècle passé, on a beaucoup étudié. Les habitants de l'île de Crète, étaient quand même l'étude remonte depuis très longtemps. Très longtemps. J'ai dit le siècle passé. Jeune étudiant nous parlait déjà du régime crétois. Crétois, même si par la qui suite, est un régime basé sur les légumes et l'huile d'olive. Pas à peu près ça. Oui, le régime crétois, ce qu'on appelle maintenant la référence étant la diète méditerranéenne. Le régime méditerranéen, la diète méditerranéenne. Les pays du Nord, les pays scandinaves ont mis ça à l'honneur. Nous avons cette habitude-là de classer un petit peu les aliments selon une certaine pyramide qu'on appelle la pyramide alimentaire.
Bon, il faut dire que, que cette pyramide-là, parfois celle qu'on avait connue dans les années 80-90. Bon, elle a dû changer avec. Évidemment, elle a changé. Elle a changé. Et ce qui est étonnant, d'ailleurs, encore une fois, pas plus tard que samedi passé, j'étais dans un événement. On parlait un peu de stress oxydant, ou on parlait également de l'huile d'olive et le stress oxydant. Certains collègues étaient venus, notamment avec une pyramide alimentaire. Et le fait nouveau, c'est que les fruits et légumes, d'une manière générale, ont occupé la place que l'on octroyait auparavant aux produits céréaliers. C'est-à-dire qu'à la base de la pyramide, on va retrouver ces fruits et légumes. La recommandation de l'OMS étant de 5 portions de 80 grammes à peu près par portion de divers fruits et légumes. Ça te fait 5 fois 8, 40. Si je sais faire mon calcul mental, ça fait donc des 400 grammes. Oui, donc 400 grammes de fruits et de légumes par jour. Bon, il faut aussi les trouver, on est bien d'accord, c'est une autre paire de manches. Mais en fin de compte, mais ça va être maintenant, c'est maintenant la base de la pyramide alimentaire. Et au-dessus de cette pyramide, évidemment, il faut voir les choses en allant vers le sommet, une restriction, une réduction un peu de. Et puis on a les céréales. Les céréales sont passées de la base au-dessus. Alors ça, c'est lorsqu'on dit régime alimentaire, ce n'est pas régime alimentaire méditerranéen. Nous sommes des Méditerranéens, malheureusement, nous avons délaissé quelques bonnes habitudes. Il faudrait que nous le réhabilitons. Et il n'y a pas que l'explication, il n'y a pas que la sensibilisation pour le réhabiliter. Il faut aussi que les gens aient les moyens maintenant pécuniaires, les moyens financiers pour pouvoir aller vers ce régime méditerranéen. Il faut la disponibilité, mais aussi le pouvoir d'achat suffisant pour pouvoir y accéder. C'est pas évident. C'est pas évident. On a applaudi, on a dit bravo, juste pour l'anecdote. Production de pommes en Algérie, extraordinaire, etc. etc. Pas mal de régions ont produit beaucoup de pommes. Au début, on a profité un petit peu, les pommes étaient là, disponibles, à des prix modérés, et subitement, un lobby, certains lobbies ont pu s'emparer pour faire monter pratiquement le prix de ces pommes-là. Donc voilà comment on a détourné quelque chose, une production. Produire, c'est bien, mais produire de telle sorte à ce que les choses soient à la portée. Et ça nous éloigne un peu de l'huile d'olive. C'est vrai, vous me faites penser, avant on disait, en allant travailler, c'est gagner son pain. Son pain. Je crois qu'on va maintenant détourner, on va dire gagner les fruits. Ah oui, parce que ça coûte nettement plus cher et le pain est beaucoup plus abordable. Probablement. Ça c'est dit en passant. Mais en parlant de fruits, il reste que l'olive, puisqu'on est toujours. L'olive, à la fois, c'est bien de consommer l'olive aussi telle qu'elle. C'est ce que j'allais dire. Pas seulement en extraire de fruits, parce qu'on dit les fruits, c'est bien de le manger et non pas de le. Mais ce sera difficile de faire de la friture avec l'olive. Donc, faire de la friture avec son jus. Voilà. D'accord. Oui, mais bon, l'huile d'olive, elle est bonne, mais aussi consommer. Alors là aussi, l'huile d'olive, elle est bonne. Il faudrait peut-être qu'on mette un petit bémol. Lequel c'est que lorsqu'on disant l'huile d'olive est bonne, on ne fait pas de distinction quant à la qualité de l'huile d'olive. Il ne faut pas oublier que l'huile d'olive, en gros, il y a 4 grades, 4 types de qualité. Il y a l'huile extra vierge. Celle de l'arbre à la pression. Non, pas de la pression, de l'arbre à la pression, mais aussi en veillant à ce que la technique d'extraction réponde à certaines conditions, à certains critères. Et puis, bon, on contrôle par la suite et on essaye de voir, il ne faut pas que l'acidité soit trop élevée. Voilà, il y a le taux d'acidité. Donc, ça, c'est trop technique pour entrer pour les téléspectateurs. Je crois que ça ne va pas les trop. Oui, puis ce n'est pas très intéressant. Donc, savoir que déjà, il y a de l'huile extra vierge, de l'huile vierge. Oui. De l'huile tout court et de l'huile lampiste, c'est-à-dire qui a été utilisée par nos ancêtres pour s'éclairer. Lampiste. C'est pour ça qu'on dit huile lampiste. D'accord. Lamba. Bon, chalou, il y a des baisers. Le quinquil, etc. Donc voilà ces 4 catégories. Il est évident que lorsque nous parlons des vertus, des bienfaits de l'huile, nous nous intéressons à l'huile extra vierge.
Les autres, leur qualité, plus on baisse. Alors, justement, comment on reconnaît cette huile? Bon, certains, quand vous lui donnez, enfin, certaines personnes, pour le moment, le vous leur donnez, consommateur... et ils se mettent à sentir, à goûter. Oui. Bon, quels critères ils recherchent en reniflant cette huile ou en goûtant? C'est pas D'abord, je pense qu'on n'est pas tous des techniciens de la qualité de l'huile d'olive. Bon, moi, je demande parce que je vois les gens quand on leur donne de l'huile, il faut qu'on fasse un petit peu confiance, mais aussi il faudrait que les producteurs jouent le jeu. C'est-à-dire que l'information, l'étiquetage, et là nous avons tout un dispositif. Ce serait bien que l'étiquetage, il y ait le taux d'acidité qui est la référence. Oui, ça serait bien. Bien sûr, il faudrait que l'étiquetage précise, lorsque l'étiquetage précise huile extra vierge, il faudrait que ce soit un étiquetage loyal. Il faudrait que ce soit un rapport entre le producteur, le commerçant et le consommateur, des rapports loyaux, qu'il n'y ait pas de triche et qu'on puisse au moins faire confiance à l'étiquetage, à ce qui est annoncé. Pour cela, je pense qu'il y a des services qui doivent contrôler et veiller à ce que le consommateur ne soit pas trompé. Je pense à la direction de commerce, du commerce, leurs inspecteurs, etc. Donc tout cela, ils sont là pour veiller à cela. Il y a des laboratoires également de contrôle qui veillent, qui établissent des fiches à la demande de leurs clients, des producteurs, etc. Il faudrait aussi que les laboratoires jouent le jeu en donnant des résultats qui soient réellement réels. De manière à ce que l'essentiel, c'est que nous puissions travailler dans un environnement sain, où les gens ne trompent pas les autres, où certains ne trompent pas les autres et qu'il n'y a pas de tricherie. Là, à ce moment-là, on fait confiance à l'étiquetage et on travaille avec cet étiquetage-là et ça, c'est déclaré. Vous mettez quelque chose dans le commerce, précisez huile vierge, huile extra vierge, huile tout court, huile d'olive tout court. À la limite, l'huile lampiste pour les lampistes ou les lampeurs. Qu'on n'utilise plus. Voilà, qu'on n'utilise plus beaucoup. Qu'on n'utilise plus beaucoup. Mais il faut bien trouver une utilisation à cette huile-là. Qui existe et qui parce qu'elle existe, c'est une huile de mauvaise qualité. Il faut bien trouver, parce que sinon, on ne peut pas la jeter dans la nature. Attention, ça pollue aussi, l'huile, etc. Comme toutes les matières grasses, si vous le jetez dans les ouettes, dans les presses, ça pollue. Oui, c'est quelque chose qui empêche un peu la vie des eaux, la vie sur Terre. Voilà. Donc ça, c'est l'huile extra vierge, oui. Elle a des bienfaits, elle a. Son utilisation nature, elle est à encourager. Dès que vous lui faites subir un thermique, elle commence à se dégrader. C'est normal. Et on ne peut pas se permettre d'utiliser l'huile d'olive en friture et de répéter la même huile plusieurs fois. C'est comme les autres huiles. Je crois que la friture, elle n'est pas bonne pour toutes les huiles. Température élevée, l'oxygène de l'air, tout ça, ça dégrade. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est une huile qui est fragile, c'est la raison pour laquelle il faut veiller à la conditionner de manière correcte, à l'abri de l'oxygène, à l'abri de la lumière. Surtout, d'où les verres fumés, tous les verres teintés qui empêchent un peu les ultraviolets de venir dégrader, et d'où la nécessité de les emballer sans laisser un peu trop d'air et de vide, parce que l'oxygène qui peut être emprisonné dans l'emballage peut lui aussi détériorer l'huile. Donc là aussi, il y a des conditions auxquelles... Conditions de conservation que peu de gens connaissent, parce que c'est vrai que puis se méfier de cette idée-là, c'est de l'huile qui date de 2-3 ans, c'est les meilleurs que l'huile de cette année-là. Ça, c'est tout à fait faux. Il faut qu'on s'enlève ça tout à fait de la tête. Plus quelque chose vieillit, il n'y a que les timbres qui prennent réellement de la valeur avec les tableaux de maître, etc. On n'est pas philatéliste. Les tableaux de maître. Mais je crois que pour l'huile, non. L'huile qui vieillit, elle doit être consommée dans l'année. Devient de plus en plus suspecte. Donc il faut se méfier. Alors maintenant, au niveau des saveurs et des goûts, il faut aussi entraîner nos sens pour pouvoir bien détecter une huile. D'abord, nous avons des analyses physico-chimiques, ça c'est les techniciens. Ça c'est le laboratoire. C'est le laboratoire, déterminer le taux l'indice d'acidité, etc., etc. Mais par la suite, on passe aux défauts, ce qu'on appelle les défauts organoleptiques ou bien les défauts et les qualités organoleptiques. Alors parmi les défauts organoleptiques, il y en a de nombreux, ils sont très nombreux, ça va du moisi, du chaumé, le goût même métallique, le goût etc., etc. Et il y a même des goûts de lubrifiant. Oui, bon, aller jusqu'à la limite, oui, c'est vrai qu'il y a certaines fois. On a les qualités, on a 3 principalement, c'est le fruité, c'est un fruit d'abord.
Oui. C'est le fruité. Et en fonction de fruité, là peut se distinguer en deux catégories. Soit un fruité vert, c'est-à-dire qui rappelle un peu l'olive encore verte, pas tout à fait mûre. Et puis le fruité mûr, c'est-à-dire l'olive lorsqu'elle a bien noire, bien mûre, etc. Alors il y a on peut noter cette intensité selon une échelle de 1 jusqu'à 9 ou de 0 jusqu'à 10. Voilà. Et tu as la deuxième caractéristique, ce qu'on appelle les caractères positifs, caractères de qualité, c'est l'amertume, l'amère. Oui. Alors on peut aller des huiles qui sont très douces, où l'amertume n'est pas très prononcée, jusqu'à des huiles où l'amertume est assez prononcée. Et enfin, la troisième qualité organoleptique, c'est le piquant. Lorsqu'on consomme certaines huiles, ça nous chatouille. Ouais. Ça chatouille un peu la gorge. Attention, ce n'est pas le piquant al-har ou la talharissa. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un piquant, quelque chose qui nous gratouille, qui nous chatouille au niveau de la gorge, lorsqu'on avale là au niveau de l'arrière-gorge. Ça, c'est le piquant. Là aussi, ça peut aller de valeurs très basses à des valeurs très élevées. Et ces caractéristiques-là, ça dépend des individus. Il y a des gens qui aiment des huiles amères, il y a des gens qui aiment des huiles douces. Il y a des gens qui aiment. Ça dépend du goût. Non, là, c'est une question. C'est une question de goût. Ça n'a aucune incidence sur la santé. Ça reste une bonne huile. On peut la classer parmi les huiles fruitées. C'est une huile qui est très fruitée mûre, très fruitée amère. C'est comme nous aimons des oranges très acides, nous aimons des oranges pas très acides, nous aimons, je sais pas moi, un café. C'est comme si on prenait un café amer avec un peu de sucre, restricto, bien serré, voilà, léger. C'est une question de goût. C'est une question de goût. Il faut absolument pas dire qu'une huile amère est meilleure que celle douce. Non, ça dépend. C'est une question de quoi. Alors, en résumé, puisqu'on arrive à la fin, là, on a consommé notre temps. Mais on n'a pas encore consommé notre part d'huile d'olive. Non, مازال ما عصرناهاش بكل فازالوا ما جاوبناش la question. Mais non. Mais juste pour résumer, parce qu'on doit résumer en 2 petites phrases, l'huile, elle est bonne, consommée avec modération. Choisir la bonne huile, donc extra vierge. Plus elle est vierge, autant que faire se peut. Et puis, faire se peut, c'est le porte-monnaie. C'est le porte-monnaie aussi. Et on demande aussi que l'on fasse un effort pour que cette année, elle a augmenté par rapport à l'année passée. Elle a augmenté, je crois, de 200 dinars le litre. 100 à 200. 200, ce qui est quand même, ça le met dans les... Ça met l'huile dans... Moi, personnellement, je l'ai acheté à, on va dire, mettez le lettre. Vous avez de la chance. Dans certaines régions, c'est à 1200, 1300. Moi, j'ai mes acquaintances, la paysannerie. Vous êtes un peu trop urbanisé par rapport à moi. Donc. Non, mais c'est vrai que là, le conseil qu'on donne, c'est consommer l'huile d'olive. Et on ne pourra pas la consommer en grande quantité compte tenu de son prix. Voilà. Bon, je crois qu'il faut la modérer pour notre pouvoir d'achat ne permet pas de la consommer. Mais aussi, n'oubliez pas de consommer ce fruit qui est excellent, qui est l'olive. L'olive, tout à fait. Voilà. On reste sur ça? Très bien. La prochaine fois, on parlera des agrumes, surtout que les mandarines sont à un prix abordable et sont succulentes cette année. Je ne sais pas par quel phénomène. Pas trop, de peur que ça devienne comme la pomme. On a le prix. Merci, Monsieur Jamal Mouhancha, de nous avoir éclairé sur les bienfaits de l'huile d'olive et surtout de l'olive, de ce fruit sacré, il faut le dire, qui a tout le temps baigné notre histoire parce que depuis la nuit des temps, il accompagne la Méditerranée, mais surtout l'Algérie. Allez, on va se rendre à Annaba. Que je pense que vous aimez bien. Le cours de la Révolution, vous connaissez. Oui. Là, il y a une opération de restauration des façades d'une manière artistique. Et là, on s'est rendu, il y a quelques jours, à Annaba, où se déroule cette opération de restauration et de ravalement des façades. Et regardez, c'est beaucoup plus artistique qu'architectural. La restauration des façades des bâtiments du cours de la Révolution de Annaba est une opération complexe pilotée par la direction de l'urbanisme et de la construction qui a déployé des efforts colossaux pour préserver l'originalité des bâtisses. En première étape, il y a eu une étude qui a concerné le diagnostic de l'ensemble de ces 3 axes. Il y a en totalité 99 immeubles qui ont été diagnostiqués. On a relevé toutes les pathologies qui concernent ces bâtiments.
Donc notamment tout ce qui est étanchéité, tout ce qui est couverture de la toiture en tuiles. Ensuite, il y a tout ce qui est façade et éléments de décoration et éléments architectoniques sur les façades. Et en troisième partie, c'est tout ce qui est partie commune à l'intérieur des immeubles, c'est-à-dire les escaliers et les différentes installations, plomberie sanitaire, gaz, électricité, eau, etc. هناك عراقيل جمة بالنسبة للسكان، لازم نضمن الدخول والخروج تاعهم، لازم لا سيكوريتي تاع ليمابل على الانتيريور كوم الاكستيريور. بالنسبة ثاني سور فاساد لي طرافو سور فاساد نلقاو مشاكل بالنسبة سورتو لي زيليمون اركتيكتونيك، نلقاهم في حالة مهترئة وين لازم نهزوا البصمات ونعاودوا لا ريكونستيتيوسيون تاع لي ميم زيليمون في لي زاتوليي ونعاودوا نركبوهم. Les difficultés rencontrées durant la restauration se sont estompées à la vue de la qualité du résultat. En effet, il s'agit d'immeubles d'architecture néoclassique qui datent de la fin du 19e siècle jusqu'au 20e siècle. Donc c'est des immeubles qui ont entre 120, 150 ans, un siècle et demi facilement, et qui ont une valeur architecturale. C'est ce qu'on appelle l'architecture néoclassique, et dont les façades sont très riches en éléments architectoniques. Ces éléments architectoniques sont tirés, que ce soit de la civilisation gréco-romaine, que ce soit des têtes d'animaux du Sahara algérien, comme on va retrouver plus tard les têtes de lion, le lion de l'Atlas. Il y a des statues, des cariatides, des atlantes qui matérialisent aussi l'habit traditionnel algérien. Et il y a bien sûr les mascarons, les décors qui reflètent aussi la civilisation gréco-romaine. C'est un travail très pointueux اللي لازم يرجع العمارة كما كانت من قبل. Donc c'est un travail pas uniquement de ravalement de façade, mais c'est un travail de réhabilitation de fond وين مست الهيكل تاع العمارات وبزيادة بدون ما يحرج الساكنة وبدون ما يقلق أهل هذه الشقق اللي ساكنين في هذا الديور. L'opération de rénovation s'étalera sur plusieurs mois. Voilà, on espère beaucoup de réussite pour cette opération qui, je vous avais, un côté artistique et surtout de préservation de ces belles structures et qui méritent d'être ravalées. On parlera de mouvements associatifs dans cette deuxième partie de l'émission. J'ai le plaisir de recevoir Safina Zaouich, qui est présidente de l'association Leader du Vieux-Rocher. Du Vieux-Rocher, création artistique de jeunes. Oui. Très bien, vous êtes la présidente de cette association. Oui. À vos côtés, Farhati Rafiq, qui est enseignant, qui est à l'Institut national des cadres de la jeunesse et des sports. Et vous avez participé aux journées qui ont été organisées la semaine passée, consacré d'abord à... Alors, je lis, c'est le rôle du mouvement associatif dans le développement national. C'est bien de tenir ce genre de rencontres. Oui. Il y a eu, d'abord, donnez-nous quelques détails, parce que je crois qu'il y a eu plus de 25 wilayas participantes. Oui. Non, 25 wilayas à travers le territoire national et 50 associations locales. Et ça fait quand même... 75, oui. Le nombre, il était important. Et c'est important. Alors, oui. vous avez donné un slogan à cette rencontre qui a duré 2 jours. Oui. Le slogan, c'est le mouvement associatif entre efficacité et responsabilité. Et responsabilité, exactement. Oui. C'est un beau slogan, mais faudrait-il encore le développer? Alors, pourquoi les deux, efficacité et responsabilité? Voilà. Premièrement, je vous remercie. Bonjour. Je vous remercie pour l'invitation. Je vous en prie. Bon, notre rôle, pourquoi on a donné ce slogan? Parce qu'on est en train de voir le mouvement associatif, surtout les dernières années, il est en train vraiment d'activer, de faire beaucoup de choses sur le terrain, surtout sur le développement national, local et national. Donc c'est pour ça qu'on a donné ce slogan.
surtout les associations actives. Les associations efficaces qui sont voilà, sur le terrain. Exactement. Et la responsabilité, alors vous leur donnez une responsabilité aussi parce que c'est... Oui, parce qu'on est en train de voir des jeunes qui sont en train de donner beaucoup de choses pour les entreprises, micro-entreprises. À travers notre association, on a découvert plusieurs membres de l'association qui ont créé des petites entreprises. Donc, sur le terrain, sur le marché, presque le produit. Pour ça, on voulait que le mouvement associatif il soit là. Il est là. Présent, on est présent dans la vie et dans le développement économique. Parce qu'on peut donner beaucoup de choses. J'ai remarqué aussi que durant ces 2 journées de rencontre, il y a eu, c'est vrai, ces petites entreprises créées à partir d'une idée. Exactement. Et vous les avez soutenues. Ça a donné... le produit local et national. Donc, même les entreprises, donc, ils sont en train de participer sur l'économie nationale. Donc, je connais un projet ou des entreprises qui honorent premièrement la ville de Constantine et le pays. Et je sais que même l'artisanat vous tient à cœur, parce que voilà, c'est surtout l'artisanat, c'est votre un peu dada, l'artisanat, tout ce qui est traditionnel, là aussi, vous encouragez en tant qu'association la création de petites micro-entreprises. Micro-entreprises, exactement, oui. Ça, c'est pour aussi aider les femmes à être libres, à être indépendantes financièrement. On a beaucoup de femmes qui sont, maintenant, comme il a vu Oustad Farhati معنا في la rencontre dit, même les produits de qualité. Et raffiné. On a la femme, si vous avez vu sur le reportage. On le verra tout à l'heure, le reportage, on verra dans quelques minutes. Elle a fait la production, les sacs en cuivre. C'est un travail manuel. Mais elle a fait artisanal. Elle a fait des merveilles, des merveilles. Et là, vous êtes pour encourager ce genre d'initiative. Alors, dans ces journées, il y a eu une partie presque, et puis, voilà, où il y a eu une exposition, la rencontre, mais aussi, vous avez fait des ateliers. Exactement, oui. On avait 5 ateliers, 5 ورشات. Donc, في التنمية الوطنية، في التنمية المحلية. On avait donc الورشة الثانية دور الحركة الجمعوية في الامتصاص، يعني الشباب أننا surtout donc à nos jours. Oui, les jeunes, bien sûr, il faut pas les délaisser. Ah oui. C'est ça notre objectif. C'est Oustad Smaïl, la jeunesse a dit, parce que des fois, ils disent des projets, la peur, ils craignent et tout. Mais on les encourage. Bien sûr, tu peux faire ça, tu peux avancer, tu peux créer une entreprise, tu peux faire beaucoup de choses. Donc, comme on avait des invités, des invités d'honneur, le directeur d'emploi et le directeur de l'ANGEM, donc, on est en train de faire beaucoup de choses avec ces directions-là pour aider ces jeunes-là. Vous voyez. Essayer de leur donner des microcrédits, de les soutenir d'une manière. Bien sûr. On a fait un programme le président Bad. Donc le président surtout la société civile, les efficace, elle est sur le terrain. C'est ça notre rôle. Donc on est là pour eux, Inch'Allah, avec les autorités locales et les autorités nationales, pourquoi pas, on peut partir, de rien du tout, on peut avancer, on va pas très loin. Les plus grandes marches commencent par un petit pas. Exactement. Voilà, c'est surtout ça. Exactement. Alors, c'est Farhati Rafik, vous avez participé, vous avez animé un atelier. C'était quoi exactement? Donnez-nous un peu plus de détails. L'invitation, c'est-à-dire par l'invitation كانت عند رئيسة الجمعية ونشكروها. L'intervention ديالي كانت sur le montage de projet puisque الموضوع كان التنمية وبالتالي
حاولت باش ندير مداخله، هذه المداخله تعطي امل للموفمون اسوسياتيف باش يبدا يتحرك ويقدم فكره كما اشرت، لانه كل مشروع ينطلق من فكره. ايضا رانا ننفذوا في تعاليم والتوصيات مادام المجتمع المدني شريك وزاره الشباب حاليا. التمويل كانت من طرف مديريه الشباب والرياضات، التمويل ايضا يكون من طرف الوزاره، وبالتالي راح نكونوا شركاء لهذا المينيستير. انطلاقا من واش؟ انطلاقا من ليتود دو سوسيتي لوكال، يعني لابد ان ندرسوا المجتمع المحلي. C'est surtout ça, hein. C'est quand on connaît les besoins de la société et les besoins spécifiques, parce que chaque région a les besoins تاعها. et c'est chaque région يعني منطقه، ايضا كل منطقه ولها ايضا خصوصيات. même chaque quartier, parce que c'est donc différent. المنطلق راح يكون من لو بروبليم، ومن بعد من البروبليم تنطلق الى فكره، ومن بعد الفكره تنطلق الى لو مونتاج دو بروجي. وجو بونس لاسوسياسيون هذه كانت سادير تاكومباني لي زاسوسياسيون اللي كان حضور 25 ولايه. ماهيش سهله باش اسوسياسيون بهذا يعني المستوى تقدم يعني جهه من مختلف ولايات الجمهوريه وتحضر، وفيه مداخلات مستوى عالي جدا وورشات. ونتمنى وان شاء الله المخرجات تاع الورشات هذه توصل للسيد الوزير، لانه احنا دائما الفكره تبدا من القاعده وتوصل الى اصحاب القرار لتنفيذها. اظن الشراكه كانت ممتازه والجمعيه كانت في المستوى، وان شاء الله الدعم يستدير. وعلاش عيطوا لي؟ لانه درك راني بصدد ماهوش غير في قسنطينه، ندور عبر التراب الوطني. C'est vrai, vous vous déplacez pour justement partager votre expérience et essayer d'aider gratuitement بحكم bénévolement puisque بحكم راني بريزيدون دون اسوسياسيون ناسيونال، وراني نقدموا في هذا المجال. فكره المشروع راح تخلينا نخرجوا من فكره التمويل هذاك لاتونتيزم. اعطيوني ما كانش. لا لازم فكره مشروع، وان شاء الله لو نيفو يزيد يبدا سادير يتطور، خاصه وصل سادير ليدي وصلت لونيفرسيتي، ورانا اصبحنا شركاء بامتياز مع اليونيفرسيتي ونقدموا افكار يعني في المستوى. واليونيفرسيتي تقدم خدمه مع الاساتذه ونوصلوها للموفمون اسوسياتيف ان شاء الله منطلق التطوير والتنميه. Alors vous donnez une idée, là c'est la base de travail de l'université maintenant, c'est la création de start-up au niveau de l'entreprise avec l'incubateur, essayer d'accompagner les idées des jeunes étudiants. Est-ce que vous êtes en train un peu de copier ce que fait l'université avec le mouvement associatif, les jeunes, c'est-à-dire que ceux qui ont une idée, vous les accompagnez? لكن نحكي بحكم شخصي. Oui, bien sûr. قدمنا العام الماضي دورة، وبحكم أنها تنشط في الدومين يعني المرأة، قدمنا ان بروجي في ليكونومي دوميستيك ودرنا ترافير تيريتوار ناسيونال، فكره جديده. كي واش هي ليكونومي دوميستيك؟ ليكونومي دوميستيك ستادير نهيئوا لا فام كيفاش تكون فعاله مع ابنائها، مع جيرانها، مع ايضا العمل العائلي داخل العائلي باش ينقص الافات الاجتماعيه وتكون علاقه تربويه اجتماعيه كذا الى غير ذلك. قدمنا مداخله مع الاساتذه الجامعيين على مستوى جامعه الجزائر 3، ورحنا ابعد من ذلك، هو تغيير الفكر تاع المنظمات اللي قلت انت يا اعطيني ونقابه. في المداخله نتاعي كانت جانسيست على لاسوسياسيون، سيتادير ماهيش ليطا، ماهوش السوق. لاسوسياسيون هي شريكه ليطا باش توصل الافكار نتاعها، وبالتالي تقدم خدمات على مستوى اللي ما يقدرش عليها المؤسسه وما تقدرش عليها السوق. هذا وصلنا افكار عن طريق الدوره التدريبيه، ما بقاش غير نقول الكلام فقط، راح نقدموا مهارات تقنيات. دي بتيت فورماسيون بور اسيي دانتيريسي لي جون. لا دي فورماسيون على مستوى عالمي، يعني صدر الناس اللي قاموا بصدر دي فورماسيون عندنا وراحوا اصبحوا دي ليدرشيب، وكيما راهي تعمل لاسوسياسيون الصخر العتيق وين قدمت دي ليدرشيب، ودوك راهم بوتاتر دي زاسوسياسيون صبحوا بفكره كان شخص اصبح ولات عنده جمعيه ولا ينشط على المستوى المحلي. Et surtout c'est donner des idées aux autres pour ne pas rester les bras croisés. Exactement. Alors
quand même, on était présent à votre rencontre, à ces 2 journées. Voilà, c'est notre travail d'avant d'aller vers les rencontres où il y a le mouvement associatif qui s'est réuni. Notre consoeur Amina Batouche était présente. كجمعيات أصبحنا شريك أساسي وضروري لمواكبة التطورات اللي تشهدها البلاد الجزائر العميقة. احنا يعني نكونوا طرف في إبداء الرأي نتاعنا من أجل تجسيد المشاريع على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني. ساهمت من خلال الجماعات المحلية في عدة تظاهرات تطوعية، وكذلك في مساهمة الحد من الآفات الاجتماعية. كذلك نساهم من خلال الجماعات المحلية في إبداع الرأي، وكذلك طرح المشاريع التي تعود بالفائدة على المجتمع وخاصة الفئة الشبانية. رانا يعني مبازين بزاف على المرأة الماكثة في البيت. خرجناها من البيت تاعها ودرنا لهم كما نقولوها تكوينات، ودرنا لهم لي ديبلوم تاعهم باش راحوا لونجيم مع الخطره هذه. مشينا مع المقاولاتيه، درنا لهم كما نقولوا مشروع مصغر باش قدروا يعني يخرجوا من هذاك الشيء اللي راهم كانوا يعانيوا فيه. درنا لهم مشروع مصغر حتى ولا مشروع كبير، ولات مرأة منتجة يعني يدير في حوايج الله يبارك ينتجوا ويبيعوا فيهم في الأسواق. الدستور الجزائري لسنة 2020 راهو دستور ممتاز بامتياز. مثلا كانت الجمعية لا يسمح لرئيس الجمعية ولأعضاء الجمعية بالنشاط إلا بعد الإذن والاعتماد من الإدارة. الإدارة هي السلطة التنفيذية، لكن الآن بمجرد التصريح تبدأ الجمعية تنشط. إذن الولوج إلى عالم الجمعوية ولوج سهل قانوني وممكن. حان الوقت أنه نطبق استراتيجية اللي تبنتها وزارة الشباب والرياضة، اللي هي الدور الفعال اللي يقوم به الحركة الجمعوية من خلال المشاريع الجمعوية. في الوقت الحاضر طبعا أصبح المجتمع المدني فعال جدا جدا جدا، خاصة في التنمية الاجتماعية والثقافية لدى شباب على وجه الخصوص، وأنه يساهم بشكل جيد في التنمية الثقافية الاجتماعية. يعني هذه القوانين التي أعطت دعم وأعطت دفعة قوية للحركة الجمعوية للمشاركة في كل ما يتعلق بالتنمية الوطنية، سواء على المستوى المحلي وكذلك على المستوى الوطني. الملتقى سنستعرض العديد من التجارب الناجحة ونناقش التحديات التي تواجه الحركة الجمعوية. Voilà, donc on a vu quelques images. Il y a eu beaucoup de gens et de différentes régions. On a vu des gars, je pense, des gens de Tizi Ouzou, de Tougourt. Oui,
presque, on avait presque à travers le territoire national, l'ouest, l'est, le nord et le sud. Ou même, il y avait des associations, je remercie les DGS à travers le territoire national qui nous ont vraiment aidés. وباتوا des associations اللي déjà عندهم تجارب ميدانية في المجال التنمية. Parce que ما بقاش الجمعيات uniquement, bon, j'organise une exposition, ou là c'est toujours les mêmes personnes, etc. Donc, حنا طورنا. Donc, le mouvement associatif عاد عنده ميزة خاصة هي sur le développement. Donc, لو كان ما نكونش روحي وما نكونش اللي يكونوا معايا, on peut pas arriver, on peut pas يعني passer à autre chose, يعني نقدروا نفيدوا بلادنا. دونك اترافير وشفنا دوك لي اسوسياسيون اللي كانوا حاضرين معنا في هذا اللقاء في الطبعه هذه خلال سي لا troisième édition. سي لا troisième édition, exactement. C'est pas la première fois que déroule une rencontre nationale. Exactement. Ah oui, c'est la troisième fois. C'est la troisième fois. C'est la troisième fois. Plus ce qu'on a tenu الاساتذه اللي جبناهم, يعني المحاضره اللي كانت تاع الاستاذ المحامي يعني المكانه الدستوريه للحركه الجمعويه في دستور 2020 ودورها في التنميه الوطنيه, لانه الدوله برنامج الدوله عاد يسطر انه الجمعيات toujours des lois de leur application. Dans quelle mesure les lois elles peuvent aider. يعطيك الصحه. وديجا الدستور الثاني اللي راح يعدلوا في القانون العضوي تاع الحركه الجمعويه ان شاء الله اللي راح يصدر يعني عن قريب ان شاء الله, اللي راح يزيد يمد اهميه للحركه الجمعويه. يعني ميم لا سوسيتي سيفيل انا واش نشوف فيها انا هنا يعني في ولايه قسنطينه, يعني الانطلاقه وقسنطينه ما ادراك قسنطينه يعني في الحركه الجمعويه elle était toujours leader في le domaine تاع الموفمون اسوسياتيف sur tous les plans, social, économique, culturel, tout. Donc قسنطينه بغض النظر على امور اخرى. يعني وكانت ميم المحاضره اللي كانت ثانيه تاع الاستاذ جملي, والمحاضره الثانيه تتمين جهود الدوله في ترسيخ مبادئ الديمقراطيه التشاركيه, والمحاضره الثانيه الثالثه كانت بمشروع جمعوي ما بين الحاضر والمأمول. دونك احنا واش نتمناو في لي ريكومونداسيون التوصيات اللي يخرجوا, وان شاء الله راح يطلعوا سي اسماعيل على اعلى مستوى في الدوله. C'est fait pour ça, les rencontres, c'est fait pour avoir. Exactement. Je remercie ثاني مسيو المينيس, يعني وفانا بالرعايه نتاعو هو سيد والي ولايه قسنطينه, ويعني بدون يعني ثاني المديريين ولا مدير الشباب والرياضه نتاعنا فريمون مسيو دي جي اس مسيو العجاج الحسن اللي من هذا المنبر باش نقول له يعني مد لنا اعانه يعني الماديه والمعنويه. Il nous a beaucoup aidé. ولا رونكونتر عم بالكم نظمناها في المعهد الوطني لمستخدمين جماعات المحليه, يعني قدموا لنا ثاني كل تسهيلات pédagogiques. C'est vrai que c'est un centre de formation, c'était l'ancien centre de formation administrative qui est revenu maintenant aux autorités, aux collectivités locales. Pardon. Exactement. Donc on arrive un peu à la fin. Donc vous avez fait des recommandations. Je vous d'abord Monsieur Farhati, ce genre de rencontre, il vous permet quoi exactement, vous en tant qu'enseignant, vous en tant qu'acteur dans le mouvement associatif? اولا نثمن وزاره الشباب والرياضه. وزاره الشباب حاليا انها تقدم دعوه للمشاريع, وبعد بضعه ايام ان شاء الله راح يعلن على حساب المعلومات اللي عندي دعوه للمشاريع الجمعويه. من هذا المنطلق نقول لكل لي زاسوسياسيون لازم يدخلوا في كتابة المشاريع انطلاقا من أفكار محلية بعيد على الجانب السياسي وما يشبه ذلك. نقول لهم دائما الرسالة اللي راح نقدمها دائما استدير هذه بلادنا, والتنمية تكون بسواعد أيدينا, نتعاونوا انصامبل. دائما فكره المشاركه والتشارك ودائما تدخل في هذا الاطار مع الممول اللي هو وزاره الشباب. وحنا دائما في التكوين رانا مستمرين, ودائما في خدمه كل لي زاسوسياسيون, لانه حنا عندنا اختصاص ماده في واللي راني نشرف عليها في معهد اطارات شباب والرياضه هي المونتاج دو بروجي. C'est important, le montage de projet pour les jeunes, c'est très important de leur montrer comment faire les premières démarches, les premiers pas, comment construire une petite entreprise, être indépendant, et puis surtout pourquoi pas essayer d'être employeur et non pas employé. très bien. ورانا نشطوا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي, نقدموا محاضرات لايف كما البارح
البارح كنت مع مكتب تاع الجي تاع الجزائر العاصمه وين كان المستوى راقي جدا، ونقول بلي شبابنا ما نشوفوش لو كوتي نيجاتيف هذاك كذا. كاين نخبه وبالتالي حان الوقت باش ليدرشيب يكونوا يرافقوا شبابنا في جميع الجوانب ايكونوميك سوسيال اكسترا اكسترا اكسترا. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Farhati. Safina Zawish, alors pour clôturer, vous avez fait des recommandations, vous allez les mettre, mais ce que vous tirez comme enseignement de cette rencontre, ça vous pousse déjà à programmer la quatrième, mais peut-être dans une autre dimension. Bien sûr, donner encore un plus. Bon, on a des propositions au niveau du ministère, peut-être qu'on va l'organiser au niveau d'Alger. Ça va être vraiment grandiose qui va nous donner la chance. On est là, une troisième édition, la quatrième édition en 2025, Inch'Allah. Pourquoi pas la faire à Tamanrast? Ça aussi, ça serait bien d'aller vers le sud. Voilà, c'est une proposition. Oui. Non, donc Alger, Oran, c'est toute l'Algérie dans ça. C'est toute l'Algérie. Au lieu de nous نجيبوهم احنا اللي نروحوا ان شاء الله عندهم. Donc انا باش نقول اليوم يعني je profite de cette occasion. Je vais faire un appel pour les associations qui sont actives et tout يمنوا بالمشاريع نتاعهم. عندنا دكاتره يعني في المستوى سورتو الجامعه تاعنا يعني تقسمتينا الله يبارك ما شاء الله يعني في الاونه الاخيره on est en train de voir beaucoup de séminaires de colloques اللي قاعدين sur le développement surtout sur le développement national micro petite et moyenne entreprise les start-up. donc هاد الناس نعطيك un exemple عندنا un membre معنا في l'association سيد رياض بومزبر qui fait la céramique donc وساهم في بناء مسجد الكبير في الجزائر العاصمه عضو من الجمعيه ونفتخروا به وعينا منهم الله يبارك بزاف. On a des écoles privées, des membres même de l'association qui ont fait des écoles privées, les تابعين donc la formation professionnelle وراهم قاعدين يكونوا. Même on a remarqué كاين اقبال كبير من طرف الشباب. donc شبابنا باش نحاربوا الآفات الاجتماعيه هذه donc احنا نعرفوا كيف نحتاجوا نكونوا des psychologues, des sociologues. Ah oui, de grands frères et de grandes sœurs. Exactement. Vous essayez de bien sûr de encadrer. parce que تلقاهم سي ديجا عندهم مواهب وما يعرفوش كيفاش suffit يلقاو شكون اللي يعاونهم. Une oreille attentive d'abord. Exactement. Je crois que c'est votre rôle. Exactement. والله احنا قاعدين نبذلوا فيه جهد كبير ويعني وراك تشهدوا تعرف l'association depuis presque 20 ans on est sur le terrain. Alhamdulillah. Mine de rien, oui. Exactement, oui. Ça a commencé avec l'artisanat et maintenant ça a pris de l'ampleur. Oui, l'artisanat, puis la culture et puis la jeunesse. Je remercie tout le staff de la DGS, surtout M. Bzez Boudjoumra qui nous a beaucoup aidé, le chef de service. Il est là, tenu avec nous. Le staff de l'association, toute l'équipe, je remercie toute l'équipe parce que sans l'équipe, je ne peux rien faire. Ben oui. Exactement. On a beaucoup de femmes qui sont avec nous. L'association. Je remercie beaucoup. Un petit bonjour, Madame le plateau. Je te remercie, Monsieur Smaïl. Merci beaucoup, Safina Zawish. Merci, Monsieur Farhati Rafiq. Je rappelle qu'on parlait de mouvements associatifs et de rencontres pour justement mettre en valeur les potentialités de la jeunesse algérienne. On va passer à la culture et on va parler de court-métrage, le film court-métrage qui était à l'honneur pendant 3 jours à la Maison de Culture Malek Haddad. Il y avait un festival et M. Ali Issaoui viendra nous en parler dans un petit moment. Le temps de nous rendre et puis surtout de revenir sur la cérémonie d'ouverture qui était très éloquente et très belle. Amina Batouche nous est revenue avec ce compte-rendu. الايام هذه راح تخلق راح تكون صافات ان ديكليك سورتو كو قسنطينه معروفه هي عاصمه السينما البانوراما دو السينما 1985 86 ايام السينما اللي كانت ندار بلا سينماتيك دونك نظن قاعدين نرجعوا في اعاده الاعتبار القسنطينه من الناحيه السينمائيه. محمد حزورلي يعني فريمون
حنا اللي خدمنا معاه بزاف يعني واحد الفرحه اللي ما كانش النظير تاعها. محمد حازورلي لا بوكو دوني بور لو سينما الجيريان اي لا تيليفزيون سي الجيريان. هذا الراسومبلومون هذا مليح بزاف باسكو كاين دي كوميديان نقول لك دي كوميديان دي رياليزاتور اللي ما تلاقيتهمش بالك كاين 20 ans ولا 25 ans. الحمد لله اليوم تلاقينا جاو من بارتو، من الجي، من عنابه، من سكيكدا، من باتنا، يعني حاجه تشرف بزاف. هذه التظاهره يعني جات في توقيت جيد جدا، واختيارها لتكريم مخرجنا الكبير يعني محمد حازور اللي عنده كل الفضل علينا، يعني ربى اجيال واجيال. ولما نقولوا احنا حازورلي نذكروا الافلام الكبيره والانطلاقات الاولى يعني في التلفزه، ثم انتقاله الى السينما الجراند اكرون اللي خلى اثر كبير. وحاليا يعني كثير من الطلاب اللي قاعدين يشتغلوا على اعماله يعني كمرجعيه تكوينيه وكذا، وهذا مهم جدا. C'est un jour pour moi extraordinaire pour nous, pour l'Algérie, le 11 décembre. D'ailleurs cette journée-là mon hommage l'hommage نتاعي يكون غير مكتمل لولا هذا اليوم العظيم الذي يذكرنا ما يذكرنا. Nous ouvrons des portes de l'avenir et je pense que les portes de l'avenir sont largement ouvertes. Et avec cette volonté politique, aujourd'hui avec ce centre يسموه الأخضر حمينة, c'est magnifique. Et maintenant il y a une jeunesse qui va trouver en Algérie, dans son pays, de quoi se former, de quoi devenir cinéaste, technicien, et ça c'est un acquis incroyable. هذا يعني محاولة لربط أو بناء جسر من مدينة الجسور المعلقة. نحاول بناء جسر بين الأجيال السابقة والأجيال اللاحقة. فالأجيال اللاحقة سوف تعي وتدرك من خلال هذه الأفلام السينمائية التي تعرض، سواء الأفلام الضيفة أو الشرفية مثل طيارة صفراء مثلا، أو الأفلام المتسابقة سوف تستوعب يعني تلك الذاكرة وتحاول بناء مخيال يستوعب الماضي ولكن بشكل وحلة جديدة يتقبلها شباب اليوم. Mon film fait l'ouverture aujourd'hui, donc je suis très ravie d'être parmi vous. Ça m'honore, ça me touche énormément, ça m'encourage, ça me booste. J'espère que il plaira à tout le public. Déjà il y a un monde quand même fou ici dans la salle. Je suis très contente et je considère vraiment cette invitation et cet hommage comme un hommage très spécial pour moi, parce qu'en fait il vient dans le cadre et le contexte du film historique, dans le contexte de la guerre de la Révolution. Le film a fait de moi la première femme algérienne à avoir fait un film sur la guerre de la Révolution et je suis vraiment honorée de ce titre et voilà. بالنسبة لأيام الفيلم القصير اللي في طبعتها الخامسة اللي قسمت لنا، هذه تعتبر مكسب لنا احنا كفنانين كمخرجين أعمال ولا كممثلين، وهذا الشيء اللي يزيد يشرفنا أكثر ويحفزنا أكثر. وهي ثاني مناسبة أنه نلتقي مع أصدقائنا، مع إخواننا، مع محترفين في هذا الميدان هذا. وشيء جميل لما نشوف الفنان يكرم في مدينته، والطبعة هي اللي تحمل اسم محمد فضيل حازورلي اللي نتمنى له كل النجاح ان شاء الله وطول العمر ان شاء الله. يشرفني كثير اني اكرم من طرف هذه الايام، هذه من طرف اداره الايام، الشيء اللي يزيد يشجعني ويحفزني اكثر. شكرا على هذا التكريم، لان التكريم للفنان جد مهم. علاش؟ لانه يخليه يحس باللي عنده مقامته في المجتمع ديالو، وهذا هو الشيء المهم للفنان، هو حب الناس ليه. هذه اكبر هديه.
شاركنا في فعاليات هذا المهرجان بفيلم طوفان الأقصى على خطى نوفمبر، يعني فعاليات راهي بمناسبة أحداث 11 ديسمبر. اليوم راني مشارك في الأيام الوطنية للفيلم القصير بقسنطينة اللي تحمل طبعة هذه طبعة ثورية، وين شاركت بعمل أنا صريح معك اللي توجت به في عدة مهرجانات دولية منها مصر وسوريا. هو فيلم بسيكولوجي اللي يحمل رسالة تاع فنان، قضية فنان، والفيلم عنده طموحات للشباب الجزائري وين يمثل في المحافل الدولية والمحافل الوطنية. مشارك بفيلم من نوع رسوم متحركة رسائل القلق بين القلائل اللي يخدموا في هذا المجال صناعة رسوم متحركة، وحابين نروحوا لصناعة رسوم متحركة جزائرية 100%. هذه الطبعة تأتي تجسيدا لتعليمات وزارة الثقافة والفنون بالاهتمام بالمجال السينمائي، خاصة وأن المجال السينمائي في قسنطينة مدينة الإبداع راح من خلال هذه الأفلام راح تبرز العديد من المواهب الشابة في هذا المجال. Voilà, un petit compte rendu de ce qui s'est passé. On a quand même une belle ambiance dans ces journées dédiées au court-métrage. Ali, bonjour. Bonjour, Ismaël. Ça va? Ça va, merci. D'abord, ça nous a replongé un peu dans l'atmosphère de la cérémonie d'ouverture qui était vraiment très riche. Et encore parce que, comme disaient les intervenants, c'était la rencontre, c'était le plaisir de se rencontrer autour de quoi? Autour du film, du court-métrage, avec des jeunes, avec des moins de 20 ans. Moi, ça, c'est la première remarque qu'on fait, c'est qu'on voit du sang neuf. Effectivement, de nouvelles idées. Un potentiel jeune extraordinaire qui est là. Moi, j'ai eu l'occasion d'encadrer ces jeunes depuis pratiquement 7 ans, 8 ans comme ça. J'ai des ateliers en matière de réalisation, et chaque fois j'ai d'autres jeunes qui ont une certaine volonté de vouloir s'exprimer par la caméra. Et encore cette année j'étais un peu surpris et subjugué. Pourquoi? Parce que les jeunes qui sont venus, chacun a ramené son petit produit, mais la majorité parlait et faisait parler la révolution algérienne. Ça, c'est vrai que je disais au début de l'émission que le thème fédérateur, c'est le 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. Et c'est important que des jeunes apportent un autre regard. Parce que c'est ce qu'ils... je ne sais pas, leur sensibilité, parce qu'avant, on avait droit au film, mais de gens qui avaient des souvenirs de la révolution. Eux, ils n'ont aucun souvenir. Effectivement, c'est bien dit, merci pour ça, oui. C'est que vraiment, parce qu'ils ne l'ont pas vécu, ils ne l'ont pas étudié, ça n'a pas été raconté par-ci, par-là, donc... d'où l'intérêt de leur regard. Cette fois-ci, pourquoi? Parce que cette année, la 5e édition de ces journées, ça a coïncidé avec le 11 décembre. Ça n'a pas coïncidé, ça a été réfléchi pour que ça soit... Ça a été choisi. Ça cadre avec le 11 décembre, cette grande manifestation du peuple algérien pour l'indépendance et en même temps pour montrer au communisme le soutien du peuple. C'était l'affirmation de l'algérianité, effectivement, de la révolution. De la révolution. Les gens étaient sortis dehors pour dire nous, on ne veut pas d'une Algérie française, mais d'une Algérie algérienne et musulmane. Et musulmane surtout. Voilà. Donc ces jeunes-là, croyant que la période c'était le 11 décembre, 11, 12, 13, peut-être qu'ils ont eu cette idée de s'ingérer dans le contexte de la célébration du 11 décembre. Donc ils ont envoyé leur film qui parle de cette... que ce soit Naama, que ce soit Temouchent, le Bouira, Annaba. Mila aussi. Donc tout le monde, tout ce petit monde s'est exprimé et a donné des images. Et moi, autre chose, pourquoi? Parce que cette année, je suis en même temps président du jury. J'ai eu l'honneur de voir des films extraordinaires, des films tant sur le plan thématique que techniquement. Alors sur le plan technique, c'est extraordinaire. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec les chefs d'atelier qu'on a eu, l'atelier sang, l'atelier prise de sang. Alors, pour réexpliquer seulement, c'est qu'il y a eu le festival concours
du court-métrage. Il y a eu combien de films qui ont participé? 23 films. 23 films. 23 films. Le choix a été un peu difficile parce que vous avez ne pouviez pas retenir tout le monde. Parce que ça a été la grande difficulté pour nous parce qu'on était 3. Chaque fois qu'on voyait un film, parce qu'on avait 10 plus 10 et plus les 3. Donc chaque fois qu'on voit un film, on dit celui-là, il mérite d'être... Il est bon. Vient l'autre. Il déclasse le... Et on a eu on a peiné vraiment pour... mais toujours est-il que ce qu'on a dit lors de la clôture, on leur a dit que pratiquement tous les films méritent d'être récompensés, primés, c'est-à-dire d'être portés à l'écran. Et peut-être que la télévision algérienne viendrait pour s'accaparer de ces précieux trucs. Pourquoi pas? Et les premiers prix, les 3 premiers prix, c'est des prix mérités au sens fort du terme. Et c'est qui a, par curiosité il y a Le Masque, un beau film qui a été produit par un jeune cinéaste, Hanabi. Il y a, Le Masque, c'est le deuxième. Data Marra, c'est le premier. Data Marra, je vous propose oui, bien sûr. de ramener ces 3 jeunes parce que l'expression, vous êtes à un مستوى, le niveau intellectuel et culturel, ils savent tenir une discussion, ils savent, chaque plan, chaque image, ils l'expliquent, mais avec une conviction. C'est bien. Ils ne font pas ça fortuitement. Non, c'est bien. Celui qui a eu le premier prix, maintenant, il est au Sénégal. Il est parti avant-hier. Donc, il y a des gens qui partent un peu partout, soit Mauritanie, Jordanie, Tunisie, en France. Ils ramènent des prix, sauf que, bon, moi, si vous permettez... Oui, bien sûr. J'aimerais bien rester dans le cadre de ces journées-là. Ces journées qui ont été l'initiative de la Maison de la Culture de Constantine, de Malk Haddad. À sa tête, la dynamique directrice Amira Dlioub, accompagnée par un staff tel que Omar Laoud, tel que Sana, tel que l'artiste Mimiche. Vraiment. Il a conçu et monté un décor extraordinaire. Là où tu te sens réellement que tu es à Constantine, c'est le pont. C'est le pont, l'arrière-pont et l'arrière-plan. C'est bien. Il a été vraiment très, très intelligent et toute l'autorité de Constantine, à travers M. Louel il y avait des gens présents. Oui, ils sont venus, ils étaient... Puis on a vu surtout, alors il y avait un personnage qui se distinguait parce qu'il a été mis en valeur et vous l'avez honoré, c'est Hazorli. Et quelques encore acteurs ou comédiens qui faisaient bien sûr les sketchs de Hassan. Tu es bien placé pour parler de Hazorli, Mohamed Fadel Hazorli. Pas mieux que toi. C'est un confrère et en même temps c'est un ami de longue date. Oui, c'est vrai. On est des amis depuis des... Hamma n'a pas eu ce qu'il mérite, ce qu'il méritait réellement. Hamma, cette fois-ci, donc, quand on m'a proposé, quand on m'a dit qu'il y a ces journées, j'ai essayé de leur donner un contenu, surtout par tu sais que chaque festival ou chaque il faut une thématique, des slogans, effectivement, et il faut aussi une bonne ouverture, parce que c'est le secret. C'est le secret de la réussite, c'est une bonne cérémonie d'ouverture. Effectivement. Donc, comme Hazorli de Constantine, derrière lui, il dit la fameuse phrase, il l'a dit à chaque fois, peut-être que même ça a été filmé par Amina, il dit مسقط تبس هي مسقط رأسي وقسنطينة رفعت فيها رأسي. الله يبارك. il le dit à chaque fois. Donc c'est Hazorli. تعرف c'est très bien que Hazorli le roi de l'improvisation. Oui. J'allais faire un truc sur scène avec lui, mais on a oublié parce qu'on était pris par le... Il allait jouer un des passages de Assabotar. Parce que quand tu le vois jouer, tu diras tiens, ça c'est Assabotar. Parce que c'est lui qui dit. C'est au même titre que Alloula quand il dirige Serat Boumedine dans le jouet. La grande complicité entre lui et ses compères. Et ça, donc, Hazorli, quand on lui dit ça, il était à Alger, on était ensemble à Alger, lors du colloque cinéma et mémoire. Il avait une communication. Je lui dis attention, ne rate pas l'ouverture parce que tu es concerné. C'est très important. L'édition est en ton nom et tout, donc
Non, comme j'étais obligé de passer 2 nuits avec lui à Alger pour le ramener dans ma voiture et je l'ai ramené ici pour. Non, c'est. Au moment où tous ces acteurs, tous ces comédiens sont montés sur scène, je les ai. Oui, on les a vus passer, hein, c'est extraordinaire. Jamal Dekar, Hakim Dekar, tout ça, quand ils sont montés, Hamma, il avait les larmes aux yeux. Hamma était, parce qu'il est très sensible, Hamma. Hamma, très sensible. Comme tous les artistes. Effectivement. Il a une certaine sensibilité, sinon il ne serait pas artiste. Et en plus, ça lui a permis de faire un bain de jouvence. Je crois qu'il a pris 40 ans de mois en quelques moments. C'est vrai, il a rajeuni. Il a rajeuni. Effectivement, Hamma, il est resté pratiquement toute la durée de l'ouverture. Il n'est pas sorti, donc il était... Et ça lui a donné du bon au cœur. Et maintenant, quand on s'appelle au téléphone, il ne cesse de me féliciter. Non, bah oui, bien sûr. C'est bien qu'il y ait un hommage d'abord d'un collègue, d'un ami, d'un frère de longue date. C'est toujours valorisant. Et ce genre de rencontre, c'est bien que moi je propose aussi à tous les organisateurs bien de rendre hommage à ces personnalités. À chaque fois, on ne parle pas obligatoirement à Hazolli, mais vous savez, on a beaucoup de lumière, beaucoup de gens qu'on a oubliés. Par exemple, là, Ahmed Zir mériterait, dans un festival de court-métrage, mériterait d'être mis en valeur. Il était invité, c'est le premier invité, il avait un masterclass. Oui. Lui, Belhabed Abdelrazak et Stiti Mohamed, les vétérans du cinéma. Les vétérans du cinéma et du court-métrage. Et le jour J, Ahmed Zir avait un problème, avait un empêchement majeur. Il ne pouvait pas, il s'est excusé. Et c'est dommage. Il était en pleurs quand il me parlait au téléphone. Je lui dis comment va-je faire? Maintenant, on va annuler le masterclass. Et il était président du jury. Moi, personnellement, quand on dit court-métrage, cinéma amateur, c'est Ahmed Zir Belhabed qui viennent au cinéma. Mahdi est devenu après réalisateur, mais c'est toujours dire que ce n'est que partie remise parce qu'il va revenir. Moi, j'ai proposé comme ça parce que c'est des personnalités. Non, vous avez parfaitement raison, parce que vous êtes du terroir, donc... il est prévu parce que mois de janvier, on compte faire une journée pleine. La matinée, en hommage à Tar Hannachi, en présence de sa famille, et des témoignages réels avec des gens qui ont travaillé avec lui. C'est bien, c'est bien de remettre... Je les ai repérés lors du colloque international cinéma. Non, c'est bien qu'il faut toujours être attentif dans le monde du cinéma, puis surtout, il est réduit. Il n'y a pas beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnalités qu'on a presque oubliées, mais qu'il faudrait... Bon, l'absence de Ahmed Zir ne vous a pas empêché de faire les ateliers. Parce que les ateliers, c'était important. Belle transition. Bah oui, il faut que je trouve des transitions. et on a assisté à un de vos ateliers que vous avez dirigé, vous et Boulmarqa, qui était masterclass de formation, d'abord dans l'écriture et dans la réalisation. Amina Batouche était présente encore. Jeunes parce qu'ils sont jeunes de par l'âge, mais ils sont grands de par l'initiative et la pensée qu'ils font. C'est des gens qui ont des idées, qui maîtrisent leurs idées, sauf que l'outil, qui est la caméra, ils ne sont pas encore arrivés à la mettre à bon escient pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer. J'en connais d'autres qui ont fait de belles choses. L'atelier aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour les initiés, non pas pour leur donner des leçons, non, c'est pour les initiés, pour les rapprocher davantage vers le plateau de cinéma, vers les métiers du cinéma, vers les grosseurs de plan, les angles de prise de vue, le montage, du mouvement de caméra, etc. L'importance de cet atelier, c'est l'atelier d'écriture de scénario, comment écrire un scénario. Les jeunes que j'ai rencontrés, ce sont des jeunes débutants qui ont justement cette envie d'écrire et cette ambition d'écrire ou de devenir des scénaristes. Pourquoi pas? Certes, il faut s'en occuper et il faut s'occuper de ces
ces jeunes-là. Il faut les encadrer, il faut leur montrer comment être par exemple une sensation de tristesse, une sensation de mélancolie, de sensation de gaieté, tout ce qu'on veut avec le son. Alors, on va leur expliquer tout simplement que le son fait entendre une image, et puis le son, quand il y a une dissociation, ça veut dire un divorce entre le son et l'image, il devient off. Notre mission consiste à faire aimer cette discipline de l'image à des fins des productions peut-être locales, cinématographiques locales pour les amateurs. Bien sûr, les techniques de prise de vue, aussi bien sur l'éclairage que sur les techniques d'une manière générale. الاعلان تاع الورشات كان اللي شدني بزاف هو ورشه الاخراج وورشه كيفيه كتابه السيناريو. ندي نظره عامه ومن بعد نطور نفسي ان شاء الله ونكون في الميدان هذا. راني حاضر في ورشه الاخراج عند المخرج المبدع علي عيساوي. جيت هنا باش نزيد نطور اكثر من المعرفه في عالم السينماتوغرافيا. الفن السابع هذا هو فن عظيم فيه العديد من المعلومات اللي لازم نزيدوا كل مره نبقاو نتعلموا. هذا بحر كبير. حبيت نكتب روايه، ولا الجانب اللي شدني اكثر هو تاع البوليسي. نحب بزاف نقرا الروايات البوليسيه، واليوم سمعت بلي كاين تما ورشه اخرى يأطرها الاستاذ سعيد بن مرقه الغني عن التعريف. حبيت نزيد نجي باش ننمي قدراتي ونشحن لغتي نطور من المعارف تاعي في السيناريو. كم حنا دي جون بدينا جدد في هذا الدومين، رانا نسيو نبروفيتيو لو ماكسيموم مع الاساتذه تاعنا هادو اللي عندهم اكسبيريونس كبيره في الدومين. الور انا جو سوي كوميديان، حبيت ندير نتعلم كيفاش نكتب سيناريو باش نديفلوبي في ateliers, et puis surtout qu'à la fin, vous avez fait un amalgame entre tous les ateliers qui est extraordinaire. Oui, ça s'est passé presque comme ça, mais au départ, on a changé carrément de conception des ateliers. Au départ, on a pris comme plateforme de discussion le film Tayara Safra de Hajar. Donc ce film, il comporte tous les métiers du cinéma. Donc les ateliers sont là. Ouais, le son, la direction photo, donc, la réalisation, le scénario. Et on avait dit aux stagiaires la veille, on leur avait dit, vous allez voir tout à l'heure le film, essayez de le voir dans tous ses aspects, le son, l'image, le montage, la réalisation, le scénario, parce que demain, dans les ateliers là où vous allez y être, on va parler de ce film sur le plan son, image, etc. Et c'est ce qui s'est passé au départ. Hajar qui a fait le tour des ateliers. Très bien. On lui a donné une demi-heure.
pour qu'elle puisse parler de son film, et en même temps débattre un peu et répondre aux interrogations des stagiaires qui étaient des spectateurs hier. Donc, ces ateliers, les ateliers, on leur a donné une certaine consistance. Pourquoi? Ils étaient très contents et donc l'atelier de réalisation, c'était moi qui l'avais encadré et j'avais des gens qui étaient très intéressés. Il y a aussi l'atelier du son, Kamel Mekesser, l'un de nos meilleurs ingénieurs du son. Et puis formateur au sein de centre de formation. Il continue à le faire. Il a travaillé avec tous les réalisateurs algériens, Khadr Hamina, Merbah, Rushdie, Youssef Chahine, Le Retour de l'enfant prodigue, Nahla, avec Beloufa. Rien à dire. Donc c'est quelqu'un de... Il est venu, lui il a un petit problème. Il a un petit souci. Il ne veut pas perdre son temps dans la discussion. Il veut rester dans l'atelier et discuter beaucoup plus avec les... Il veut, parce qu'il le dit, moi j'ai un savoir, j'essaie de le transmettre aux jeunes et je ne le perds pas ce savoir. Donc il y a l'atelier de Saïd Boumarqa, l'écriture du scénario, Boumarqa qui a écrit beaucoup de belles choses. Le Boris, c'est lui. Il fait de très belles choses, sauf qu'il n'a pas été mis en valeur. Cette fois-ci, même les élèves, ils ont été. Ah oui, les élèves. On a vu. Et il y a aussi l'autre direction photo, directeur photo, Lounas Ferraï. Mais un gars extraordinaire, c'est un ancien de la télévision, un directeur photo, qui n'a pas il a vite accepté mon invitation quand je lui ai parlé, il a répondu par lui, et il est venu avec son matériel. Kamal, il est venu avec son matériel. C'est ça. Miliani, pour le montage, il est venu avec son matériel. C'est des gens qui ont partagé leur... Ils le font bénévolement, ça je le dis. Bénévolement. Mais bien sûr, mais sinon, ils viennent de bonne foi et bénévolement pour... Et ce qui est bien, moi ce que j'ai remarqué, c'est la présence de jeunes, encore une fois. Ça veut dire que, ça c'est pour terminer, allez, parce qu'on arrive en fin d'émission, ça veut dire que je crois que le cinéma algérien est entre de bonnes mains. On peut dire ça, parce que le président de la République lui-même a donné le feu vert pour les cinéastes. Il y a une volonté extraordinaire de la part du pouvoir pour mettre sur rail le cinéma. Et le cinéma, c'est surtout les métiers du cinéma. C'est surtout les métiers. Ce n'est pas l'administration, ce n'est pas la bureaucratie. C'est les métiers tout à l'heure. C'est directeur photo, ingénieur son, réalisateur. Donc il y a une volonté. Et cette volonté, elle a été accompagnée par les jeunes. Moi, j'ai fait Tbessa, j'ai fait Jilfa, j'ai fait Tindouf, j'ai fait Tambra, j'ai fait... À chaque fois, je rencontre des jeunes très imprégnés et qui ont cette volonté. Assoiffés de savoir, ils veulent apprendre. Sauf qu'ils cherchent des espaces d'expression, comme les journées du cinéma. Ils cherchent l'encadrement, la compagnie. Pas les laisser comme ça. Malgré ça, ils arrivent à décrocher des prix. La spontanéité, avec leur spontanéité, ils arrivent à décrocher. Alors, imagine s'ils sont bien encadrés, formés par des professionnels, ça serait extraordinaire. Monsieur le Walid Constantine a été très réceptif envers ces jeunes-là. Il les a écoutés. Il a suivi de très près les journées. Il a suivi de très près. Et alhamdoulilah, quand il y a un soutien de la part des autorités, le cinéma ou l'art en lui-même fait qu'on appelle un saut extraordinaire et un saut qualitatif que l'on est en train d'attendre. Ali Aissaoui, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans votre studio. C'est votre maison. C'est ma télévision. Voilà. L'espace mythique, il me rappelle des souvenirs, ça vous remonte, des sentiments, des émotions.
دونك لهنا توتالور قاعد تقريبا 4 ساعات مع لي تكنيسيان مع ça m'a fait vraiment. راك في دارك. oui. Vous êtes chez toi. Vous êtes chez toi. ماشي tu es chez toi. Vous êtes chez toi. Merci beaucoup Ali Aissaoui de nous avoir éclairé un peu sur ces journées du court métrage tenu à Constantine. On arrive à la fin de l'émission. Je remercie toute l'équipe qui nous a accompagnés. Merci de nous avoir accompagnés durant cette matinée. Vous étiez en direct à partir de la station régionale de Constantine. J'espère vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre Bonjour d'Algérie, mardi, même heure, même endroit et même chaîne. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.